Bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire qui va porter sur le socle scientifique de Bleu Blanc Cœur. Aujourd'hui, c'est le docteur Bernard Schmitt, coprésident de Bleu Blanc Cœur, qui nous fait le plaisir de faire cette intervention. Bernard, si vous voulez passer le… Voilà. Donc, très bien. Alors, bonjour à tous ceux qui sont branchés sur cette émission. Effectivement, donc, on vous a mis quelques points essentiels de mon parcours. Je crois qu'il faut retenir simplement que je suis d'abord médecin et qu'en tant que médecin, j'ai été effectivement très interpellé par un sentiment j'allais dire, d'échec ou en tout cas d'impuissance par rapport à un certain nombre de problèmes qui ont été posés par mes patients. En effet, j'ai trouvé assez désespérant et frustrant d'essayer de corriger de mauvaises habitudes alimentaires, puisque je suis spécialiste d'endocrinologie, de nutrition, de diabétologie, et qu'il fallait effectivement que l'alimentation prenne une place prépondérante dans la prise en charge thérapeutique. Alors, on a beau essayer de changer les habitudes alimentaires, on sait très bien qu'au bout de quelques jours, voire quelques semaines, tout recommence comme avant et que c'est assez désespérant d'essayer de faire les choses au mieux. Tout est assez simple, c'est de dire, si jamais, en fonction des données de la science, on avait des aliments parfaitement adaptés à la santé des individus, est-ce que ça ne serait pas suffisant pour traiter ces gens indépendamment des habitudes alimentaires à changer? Et c'est cette idée qui a germé et on s'est dit, on va essayer de modifier l'alimentation des animaux qui sont à la base de notre alimentation pour pouvoir corriger les difficultés alimentaires de ces patients. Et c'est ça qui a été à l'origine de la première étude que nous avons faite, en disant on va essayer de modifier l'alimentation des animaux, on va voir comment les animaux se comportent, on va voir quelle est la qualité des produits alimentaires qui en sont tirés et on va voir si ça a un impact significatif sur la santé des gens. Voilà, c'était un peu ça la démarche au départ et c'est ça qui a été à l'origine de la création de Bleu Blanc Cœur. Alors, ce que je vous propose, c'est que nous passions en revue les études qui ont déjà été réalisées. Je vous parlerai également des études en cours et je vous parlerai également de celles que nous projetons. Et puis, à propos de chacune de ces études, bien entendu, vous aurez la possibilité de poser des questions et de voir comment vous pouvez quelle est votre réaction par rapport à ça? Donc, je me permets juste de vous dire que si vous souhaitez poser des questions, donc c'est le petit pictogramme conversé comme c'est indiqué là en bas de l'écran. Et n'hésitez surtout pas à poser vos questions tout au long de la présentation. Comme ça, nous, on peut déjà les mettre de côté et les proposer à Bernard en fin de séance. Et donc, il y répondra du coup à la fin. Alors, ce que je voudrais également dire, c'est qu'il y a deux collèges, en quelque sorte, de Bleu Blanc Cœur qui nous paraissent fondamentaux. Le rôle des professionnels d'un côté et celui des consommateurs de l'autre. Alors, en ce qui concerne le rôle des professionnels de santé, j'insiste sur, c'est un rôle fondamental parce que vous avez d'abord un rôle de proximité avec les patients qui sont aussi des consommateurs et que ce rôle de proximité, le retour que vous nous en faites est absolument indispensable. Le deuxième point, c'est votre capacité d'être accompagné par toute une équipe, par tout un groupe, et donc d'évoluer dans vos pratiques
vers une vision plus globale, plus holistique de la prise en charge de vos patients. Et le troisième point que moi, personnellement, j'ai trouvé absolument incomparable, c'est une vision transversale des métiers. Mon métier ne m'avait absolument pas conduit à considérer l'agriculture comme un point essentiel de la santé. Et j'ai découvert le monde agricole avec passion et j'en ai tiré un profit incomparable vis-à-vis de mon métier de médecin. Et je pense que c'est ce décloisonnement des métiers qui est également extrêmement indispensable et particulièrement bénéfique pour chacun d'entre nous. Et enfin, je pense que côté consommateurs, les consommateurs doivent avoir des exigences alimentées par notre réflexion commune. Et ces exigences, ça se fait au niveau des distributions, des distributeurs, de la grande distribution. Et pour nous, c'est important puisque les consommateurs font partie intégrante de la gouvernance de Bleu Blanc Cœur et partie intégrante du conseil d'administration où ils siègent. Voilà, je voulais préciser ça parce que ça me paraît quand même extrêmement important en préalable à toutes ces études cliniques. Alors, qu'est-ce qui a été réalisé? Donc, ça, c'est la question qu'on m'a posée et je vous ai déjà répondu partiellement. C'est ma lassitude, je dirais, par rapport à la capacité de faire évoluer en profondeur et dans le temps, longtemps, les habitudes alimentaires des patients. Donc, sous forme de boutade, je dirais que si on fait faire du régime à des animaux, c'est beaucoup plus facile que de faire du régime à des patients, parce que eux, au moins, les animaux ne vont pas aller ou ne vont pas retourner à leurs bonnes vieilles habitudes antérieures. Donc, l'idée, c'était de faire du régime aux animaux pour pouvoir avoir un bénéfice santé pour les patients. Alors, ça a été la première étude clinique que nous avons faite, que j'appelle la chaîne alimentaire et les maladies cardiovasculaires, puisqu'à l'époque, c'était ça que nous avions visé comme objectif de santé. Alors, voilà ce que nous avons fait. Nous avons produit avec une alimentation enrichie en graines de lin, c'est-à-dire en oméga 3 d'un côté, et exactement les mêmes aliments, mais d'origine standard. Nous les avons donnés à des patients qui ont été répartis en deux groupes tirés au sort, les uns ayant cette filière à base de lin, les autres des aliments standards, et nous avons regardé ce que ça a donné. Bien, ce que ça a donné, c'est ça. Alors ça, c'est des prises de sang et on a regardé les graisses dans le sang. Alors le tableau est un petit peu compliqué, mais ce n'est pas grave. Ce qu'on peut regarder ici, cette flèche jaune, c'est la quantité de précurseurs oméga 3 dans le sang qu'on appelle l'acide alpha-linolénique. Et vous voyez qu'entre le régime standard et le régime Bleu Blanc Cœur, eh bien, les gens ont quasiment doublé la quantité d'oméga 3 dans le sang. Et puis, si je regarde les oméga 6, ceux qui en excès ne sont pas très bons pour la santé, eh bien, on voit que ça a diminué de 15% dans le sang des patients qui avaient eu le régime Bleu Blanc Cœur. Alors, ça, c'est formidable. Et puis, on a regardé d'autres acides gras qui sont particulièrement importants, et en particulier le DHA et l'EPA, dont on sait qu'ils ont un rôle prépondérant dans la santé des individus. Et bien, vous voyez que là aussi, ils ont plus que doublé, 1,5 fois pour l'EPA et doublé simplement pour le DHA, ce qui pour nous était une victoire incontestable. On a augmenté les oméga 3, diminué les oméga 6 et diminué le rapport oméga 6 sur oméga 3 qui est effectivement le rapport le plus péjoratif en matière de santé. Alors ça a été publié et c'est à partir de ces résultats qu'on a pu fonder
l'association bleu-blanc-cœur. Le deuxième point, je me suis dit, on donne à manger des graines de lin aux animaux, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas donner à manger ces graines de lin aux gens directement? Alors, on a réfléchi au problème et on a considéré qu'en mélangeant cette poudre de graines de lin à de la farine de pain, de froment, on pouvait faire du pain à base de lin et on pouvait voir ce que ça donnait sur les paramètres lipidiques que les carbohydrates particulièrement dangereux pour la santé, c'est-à-dire le cholestérol, les triglycérides et ce que l'on appelle le bon et le mauvais cholestérol. Alors, avec les diététiciennes de mon centre, on a essayé plusieurs compositions et finalement, on a trouvé une composition qui paraissait à la fois compatible avec les exigences sanitaires et compatible avec le goût. C'était 5% de graines de lin dans 95% de froment. Et on a donné à manger aux gens 80 grammes de pain par jour. Alors, pour vous donner une idée, c'est 2 tranches de pain au petit déjeuner, une tranche de pain au repas de midi et une tranche de pain au repas du soir. Et moyennant quoi, ça permettait d'apporter 0,8 g d'acide alpha-linolénique, c'est-à-dire à peu près un peu moins que la moitié des besoins quotidiens. Eh bien, résultat des courses, on a diminué de 8% le cholestérol total, on a diminué de 8% ce qu'on appelle le mauvais cholestérol et surtout, on a diminué de 35% les triglycérides dont on sait qu'ils ont une responsabilité essentielle dans les maladies cardiovasculaires. Eh bien ça, c'est rien qu'avec 4 tranches de pain au lin, ce que l'on obtient avec des médicaments prescrits par les médecins pour faire baisser le cholestérol. Donc, ceci est particulièrement intéressant. La seule petite nuance, c'est que pour la somme des oméga 3 dans le sang, ça marche mieux quand on le donne à partir de produits animaux plutôt qu'à partir du pain, simplement parce que les animaux font une partie du boulot et que quand on mange des produits animaux qui ont été nourris au lin, le travail est déjà amplement fait et que ça marche bien mieux, mais l'idéal, c'est donc de mélanger des produits d'origine animale avec du pain au lin. Donc voilà le point essentiel de cette étude. Une autre étude était intéressante. C'était l'étude sur le diabète. Alors, l'étude sur le diabète, on a pris là 3 modèles alimentaires différents. Un modèle alimentaire témoin, toujours le même, c'est-à-dire de l'alimentation normale. Un problème alimentaire qui était riche en oméga 3, mais duquel on a enlevé tous les produits d'origine ruminants, c'est-à-dire la viande de bœuf, le lait, le fromage, etc. Et un régime riche en oméga 3, mais avec les produits laitiers et la viande de bœuf, qui apportent une forme un peu particulière d'acide gras qu'on appelle les CLA. Et c'est ça qu'on voulait tester pour savoir si, avec les produits laitiers bleu-blanc-cœur, on pouvait avoir une efficacité sur le diabète. Alors, le diabète, pour l'évaluer, on a regardé ce qu'on appelle l'insulinorésistance, c'est-à-dire combien faut-il d'insuline pour mettre la glycémie normale, inférieure à 1 gramme ou en tout cas aux alentours de 1 gramme. Plus on a besoin d'insuline, plus la personne est résistante et diabétique. Moins on a besoin d'insuline, plus la personne est bien soignée et peu diabétique. Eh bien, regardez les résultats. Pour des témoins, alors effectivement, ces gens ont été contrôlés par la diététicienne, donc tout le monde a amélioré un peu son diabète. Ça, c'est la courbe des gens prenant uniquement des oméga 3, mais sans les produits d'origine ruminante.
Et puis ça, c'était avec les produits laitiers, les fromages et la viande de bœuf. Vous voyez qu'on a quasiment baissé de 30% les besoins en insuline de façon à mieux maîtriser le diabète. Donc ça, c'était également un gros succès. Et je vous ai mis sur ce diagramme les résultats des glycémies d'un de mes patients. Alors, vous savez qu'on peut faire le dosage du sucre dans le sang, la glycémie, avec un petit appareil sur une gouttelette de sang au bout du doigt, et en 5 secondes, on a les chiffres. Et ça, c'est ici le début de l'alimentation bleu-blanc-cœur, et ça, c'est la fin de l'alimentation bleu-blanc-cœur. Et vous voyez que dès qu'on a donné cette alimentation, le diabète s'est considérablement amélioré. Et puis, dès qu'on a arrêté, tout est reparti. Donc, ça prouve bien que les produits d'origine laitier et viande de bœuf bleu-blanc-cœur sont des produits particulièrement efficaces pour maîtriser le diabète. Alors, restait également une autre chose à vérifier, c'était l'obésité. Alors, pour l'obésité, Dieu sait que c'est un problème non seulement majeur parce que les gens obèses ne sont pas bien, mais en plus l'obésité constitue la porte ouverte vers plein d'autres maladies cardiovasculaires, cancers, diabète, etc. Donc il fallait trouver un moyen de maîtriser l'obésité. Alors, on voulait voir sur ce critère obèse si le rapport oméga-6, oméga-3 avait une efficacité quelconque. Si le rapport est élevé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'oméga-6, si le rapport est bas, c'est qu'il y a beaucoup d'oméga-3, et donc on voulait voir finalement l'efficacité des oméga-3 sur l'obésité, et d'autre part, on voulait vérifier pour savoir si les préconisations, notamment des diabétologues, des cardiologues, en disant faites du régime, mais surtout diminuez la viande, diminuez les produits animaux parce que c'est dangereux, si un régime bleu-blanc-cœur d'origine qui favorise les produits d'origine animale était au moins aussi efficace qu'un régime tel qu'il était préconisé par les cardiologues notamment. Alors, voilà ce qui s'est passé. Pendant 3 mois, on a donné à 2 groupes de personnes tirées au sort, soit des produits standards, c'est en jaune, soit des produits bleu-blanc-cœur, c'est en vert. Et on a vu qu'au bout de 3 mois, effectivement, eh bien, ces gens avaient tous perdu du poids de façon identique. Alors, j'avoue que très honnêtement, j'ai été un peu déçu et que cette déception, elle a été heureusement minimisée par la suite. Par la suite, on leur a dit, eh bien, continuez à manger, mais maintenant que vous savez faire, vous allez reprendre votre alimentation normale, sans les produits bleu-blanc-cœur, simplement l'alimentation normale, mais vous faites attention. Et on a vu qu'en 5 mois, tous ceux qui avaient eu le régime standard ici avaient tous repris du poids, voire davantage. Tandis que ceux qui avaient pris le régime bleu-blanc-cœur n'ont pas repris de poids, voire ont continué à en perdre. Alors, on s'est posé la question de savoir pourquoi. Et dans la pratique, il faut savoir que le rapport oméga-6 sur oméga-3 favorise le recrutement de cellules souches, c'est-à-dire des cellules qui sont indifférenciées, et les oriente vers le tissu adipeux, c'est-à-dire vers la graisse sous-cutanée, et que si on a beaucoup d'oméga-6, on favorise ce recrutement et le nombre de cellules graisseuses sous la peau augmente, tandis que si on a beaucoup d'oméga-3, ça inhibe ce processus
et le nombre de cellules graisseuses sous la peau diminue. Et quand les gens ont repris leur alimentation normale, en jaune, ceux qui avaient beaucoup d'oméga 6 avaient beaucoup plus de cellules graisseuses sous la peau qu'au départ, et ils ont tous repris du poids. C'est ce que les diététiciennes appellent le phénomène de yo-yo, tandis que ceux qui avaient le régime bleu-blanc-cœur n'ont pas recruté de cellules graisseuses. Ici, c'était strictement identique au départ, et donc quand ils ont recommencé à manger, ils n'ont pas multiplié leurs cellules et que du coup, eh bien, ils n'ont pas repris de poids. Donc là, c'était aussi un très grand succès de cette étude qui nous a permis de confirmer ce qu'on avait pu voir dans d'autres expériences chez l'animal, que le rapport oméga 6 sur oméga 3 est fondamental et à titre indicatif, il faut qu'il soit inférieur à 4, c'est-à-dire 4 oméga 6 pour 1 oméga 3. Et je rappelle que dans l'alimentation standard actuelle, on est aux alentours de 18 à 20 oméga 6 pour 1 oméga 3. Donc il y a encore du travail à faire et je crois que bleu-blanc-cœur peut apporter une réponse tout à fait évidente à ce problème. Alors, ce qui nous intéressait aussi, c'est de voir sur, au fond, les critères que les cardiologues aiment bien, triglycérides, cholestérol, HDL et LDL, cholestérol, si notre régime bleu-blanc-cœur, donc riche en acides gras saturés, plus riche en acides gras saturés et plus riche en graisse d'origine végétale que le groupe témoin, on a regardé si ça avait un effet sur l'augmentation du cholestérol, des triglycérides, etc. Eh bien, vous voyez ici, j'ai mis non significatif. Ça veut dire qu'au total, le régime bleu-blanc-cœur, bien que utilisant davantage de produits animaux, eh bien, n'a aucune influence sur le cholestérol, les triglycérides, le bon et le mauvais cholestérol par rapport à un régime beaucoup plus végétarien, beaucoup moins carné, tel qu'il est préconisé par les cardiologues. Ce qui veut dire que, grosso modo, si vous mangez bleu-blanc-cœur, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais si vous mangez bleu-blanc-cœur, vous pouvez garder un certain nombre de vos habitudes alimentaires et familiales, et ceci sans détriment au profit sur le plan de la santé, sans répercussion sur le plan de la santé, puisqu'il n'y a aucune influence sur ces paramètres. Voilà. Alors, je voulais vous montrer ces quelques expériences, ces quelques études cliniques, et puis il y en a d'autres qui sont en cours. Alors, les autres études en cours, c'est l'étude actuellement qu'on appelle l'allaitement, et puis dans le cadre de l'épidémie de Covid, c'est l'enquête épidémiologique que nous avons en cours. Alors, l'étude allaitement. Vous savez que dans les oméga 3 que nous consommons, il y a ceux qu'on trouve dans la nature, dans les végétaux, c'est-à-dire l'acide alpha-linolénique, mais lorsqu'on le mange, cet acide alpha-linolénique va se transformer dans ce qu'on appelle des composés à longue chaîne, c'est l'EPA, je vous en ai parlé, et surtout le DHA. Et le DHA, c'est un acide gras absolument indispensable puisque c'est lui qui commande le fonctionnement du cerveau, qui permet au cerveau également de se développer de façon harmonieuse chez l'enfant et par ailleurs a des effets anti-arythmiques sur le cœur, c'est-à-dire qu'il permet, quand on a des problèmes cardiaques, d'éviter la fibrillation et la mort prématurée. Donc, on voulait voir si l'alimentation bleu-blanc-cœur chez des femmes enceintes permettait d'une part d'améliorer la santé de la maman et deuxièmement d'améliorer la composition du lait de la maman au moment où elle allait allaiter et troisièmement de voir quelles étaient les répercussions de cette amélioration
de la composition en acides gras du lait maternel sur l'évolution de l'enfant. On n'avait pas prévu de faire une prise de sang au bébé, mais simplement de regarder le microbiote, c'est-à-dire les bactéries du tube digestif de l'enfant par un prélèvement de sel dans les couches, puisque aujourd'hui, on connaît des profils qui sont beaucoup plus performants en matière de développement du cerveau, en matière de développement psychomoteur et en matière de développement de l'immunité de l'enfant. Alors voilà où on en est. Il faut donc recruter 80 femmes enceintes. Alors, on les a recrutées sur un rayon de 15 km autour de Rennes, de logistique, et nous en avons actuellement 63 préincluses, mais on est encore loin du compte et il faut qu'on recrute. Donc, pour tous les auditeurs là, de la région rennaise, je vous incite à voir si vous avez dans votre entourage des femmes enceintes avant la 28e semaine pour qu'on puisse les inclure dans cette étude. Alors, ces 80 femmes sont tirées au sort en 2 groupes, l'une standard et l'autre avec de l'alimentation bleu-blanc-cœur. Nous fournissons bien entendu l'alimentation et les 2 régimes sont strictement identiques, sauf la provenance et donc la richesse accrue en oméga 3 du régime bleu-blanc-cœur. Et ça, c'est les objectifs que nous avons, avec actuellement des prises de sang et des prélèvements de sang et de lait chez la maman, puis des prélèvements de sel chez le bébé. Donc, nous n'avons pas encore les résultats, c'est en cours, mais nous espérons beaucoup qu'on mettra en évidence chez l'enfant et dans le lait de la maman une augmentation significative du DHA, ce qui serait un garant de bonne santé pour l'enfant et pour son développement. Voilà. Alors ça, c'est cette étude. Et puis l'enquête épidémiologique. Alors, je répète, mais vous avez déjà eu tellement d'informations de toutes parts que c'est sans doute enfoncer des portes ouvertes. Pourquoi cette épidémie est grave? Parce qu'elle déclenche ce qu'on appelle des cytokines inflammatoires, c'est-à-dire des protéines, des corps chimiques qui ont une fonction inflammatoire majeure et qui détruisent tout sur leur passage. Or, on sait que les oméga 3 sont de puissants anti-inflammatoires. Alors, je ne rentre pas dans de la biochimie, ce n'est pas le but, mais retenez que les anti-inflammatoires, les oméga 3 sont des anti-inflammatoires et que le DHA permet effectivement un meilleur fonctionnement du cœur, en l'occurrence chez les gens qui sont atteints par le Covid, et que c'est une façon aussi de lutter contre les mécanismes ou pour favoriser les mécanismes immunitaires vis-à-vis du Covid. Donc, on avait toutes les chances de penser que ceci permettait, que les oméga permettaient d'avoir une meilleure réponse à cette infection. Alors, l'enquête que nous faisons, c'est vis-à-vis des professionnels de santé, quels qu'ils soient médecins, kinés, diététiciennes, infirmières, etc. Parmi vos patients, combien de personnes ont-elles été atteintes de Covid? Parmi celles-ci, combien ont été dans une situation grave avec hospitalisation? Et éventuellement, combien sont décédés? Ceci pour avoir une sorte de photographie sur les patients, avec quelques renseignements, j'allais dire d'ordre général. Quel âge? Parce qu'on sait que les personnes âgées qui sont par ailleurs des polypathologiques, effectivement, sont plus exposées. Et également, quelles pathologies associées? Et dernier point, est-ce que ces personnes étaient consommatrices régulières de produits bleu-blanc-cœur, y compris de la linette, et depuis combien de temps?
Alors ça, c'est une enquête qui est en cours et j'attends beaucoup de ces réponses pour qu'on puisse en tirer des conclusions relativement correctes pour lancer la dernière étude qui n'a pas encore commencé avec le CHU de Rennes et avec une unité de l'INSERM, donc de la recherche médicale, pour voir chez les patients atteints de Covid, dans une situation qui est tout à fait patente, de voir si le fait de rajouter des oméga 3, et ça se fera sous forme d'équivalent de l'inette, c'est-à-dire qu'il faut trouver une façon sous forme de comprimé ou facilement de gélules facilement utilisables, si en donnant 3 grammes par jour, c'est-à-dire un peu plus que la quantité quotidienne indispensable, vis-à-vis versus du placebo, si cette adjonction d'oméga 3 permettait d'éviter de passer d'un stade 1 asymptomatique à la maison à un stade 2 d'hospitalisation, ou permettait d'éviter de passer du stade 2 d'hospitalisation simple au stade 3 de la réanimation. Donc voilà un petit peu l'objectif que nous avons en vue, mais bien évidemment, il nous faut l'enquête épidémiologique préalable pour avoir grosso modo une idée du nombre de patients passant de stade 1 au stade E. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire. Alors, merci beaucoup Bernard. Merci pour toutes ces précisions autour des différentes études cliniques menées. Et maintenant, si vous voulez bien, on va passer à la partie questions. Il y a une question sur la présence d'un monitoring récent de l'évolution du rapport oméga 6, oméga 3 dans notre alimentation. Est-ce qu'en 2020, on est encore à un rapport de 18-20 oméga 6 pour un oméga 3? Alors, c'est globalement sur l'ensemble de la population, on est aux alentours de 18. Sur certaines catégories économiques et socio-professionnelles les plus favorisées, on est très largement en dessous et le rapport est aux alentours de 12. Par contre, dans des catégories socio-professionnelles les plus défavorisées, on reste aux alentours de 18. Alors, ça m'interpelle parce que, effectivement, quand on fait partie d'un milieu plus bourgeois ou d'un milieu plus intellectuel ou plus cultivé ou plus éduqué, on a la faculté de changer son comportement et de le faire en état de conscience, en toute conscience, ce qui veut dire que ça sera du durable et que ça s'accompagne d'une éducation des enfants dans les familles qui nous permet de penser qu'effectivement, ça va se transmettre à la génération suivante. Par contre, les gens qui sont les moins favorisés, et c'est quand même énormément de personnes, nous avons une responsabilité à leur égard. Et cette responsabilité, c'est d'offrir la possibilité d'avoir des produits bleu blanc cœur qui soient accessibles et qui soient trouvables n'importe où, dans tous les supermarchés, dans toutes les épiceries de quartier, etc., de façon à ce que le choix ne soit plus un choix financier ou un choix intellectuel, mais un choix de routine pour permettre à ces patients, effectivement, de rattraper ceux qui ont la chance d'être dans un milieu plus favorisé. Merci. Et on a aussi Gisèle qui demande, dans la première étude, quelle quantité d'aliments bleu blanc cœur ont été consommés? Alors, pendant 3 mois, on a fourni
le repas pour toute la famille, parce que le but était d'éviter qu'il y ait des tricheries, conscientes ou inconscientes. Alors, les diététiciennes de mon centre, d'abord, ça a été assez compliqué. On a loué à Lorient un entrepôt frigorifique au niveau du port de commerce, puisqu'il fallait conserver la nourriture. On a fait faire les paquets d'alimentation, donc les colis, qui ont été entreposés dans cet entrepôt frigorifique, et on a loué une voiture, une camionnette réfrigérée, enfin, frigo, pour apporter la nourriture à toutes les familles volontaires. Alors, j'ai pas, il faudrait que je retrouve ça, je n'ai pas le tonnage exact, et que pour alors, il faut multiplier par 3 fois 6, pour, mettons, 300 personnes, 300 personnes pendant 3 mois, c'est l'alimentation de 300 personnes pendant 3 mois qu'on a dû distribuer à la porte des gens, à domicile, et les diététiciennes en plus allaient contrôler dans les frigos pour voir qu'il n'y avait pas de tricherie par rapport à d'autres provenances alimentaires. D'accord. Et il y a Dominique qui demande, depuis l'arrivée du Covid, le monde médical n'a quasiment jamais évoqué l'importance de l'alimentation dans la prévention. Pourquoi ces données sur les oméga-3 sont-elles si peu connues? Les médecins sont formés, je dirais, sont formatés pour faire du diagnostic et du traitement thérapeutique, c'est-à-dire du médicament. C'est une vieille tradition qui remonte à l'Antiquité grecque et qui fait qu'on est complètement bloqué mentalement, je dirais, par cette nécessité de traiter par des produits médicamenteux. Certes, l'alimentation a pris une importance donnée, et enfin, je dirais qu'on considère que l'alimentation est quelque chose d'essentiel dans la santé, mais ce n'est pas encore rentré dans les mœurs, parce que l'alimentation, c'est de la prévention, ce n'est pas du thérapeutique. Or, le médecin, c'est un thérapeute, ce n'est pas un homme de prévention. Et la sécurité sociale et le ministère de la Santé, c'est pas un ministère de la santé, c'est un ministère de la maladie. C'est-à-dire que vous n'avez le droit à la sécurité sociale que si vous êtes malade, c'est-à-dire que s'il faut une intervention thérapeutique. Donc l'alimentation, elle est un petit peu à part. Or, les dernières données actuelles montrent que, effectivement, l'alimentation a un rôle, il ne faut pas le dire, c'est interdit en plus, mais je vous le dis quand même, un rôle thérapeutique, et un rôle thérapeutique essentiel. On a vu, notamment avec les oméga-3, qu'un apport supplémentaire d'oméga-3 permettait de stimuler les défenses immunitaires, permettait de stimuler les phénomènes anti-inflammatoires, et donc avait un rôle thérapeutique tout à fait évident, de même que ça permettait de stimuler un bon équilibre du microbiote, et que donc par là même, ça stimulait toute la chaîne immunitaire qui est absolument indispensable dans le cadre du Covid. Donc, je dirais que c'est dommage. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes employés à faire cette étude, d'une part cette enquête et puis cette étude, parce que nous pensons que là, il y a quelque chose d'absolument essentiel à prendre en compte dans la prise en charge de ces pathologies. Alors, ce que je peux vous dire aussi, pour tous ceux qui écoutent, consommation de produits bleu blanc cœur et d'oméga 3,
parce que je pense que c'est quelque chose d'absolument indispensable dans le cadre actuel de cette lutte contre cette infection. Et il y a Nathalie qui nous demande, est-ce que la consommation de viande d'œufs bleu blanc cœur permettent de remplacer le DHA et l'EPA obtenus par le poisson? Quelle quantité par jour est nécessaire pour obtenir les taux santé? Merci. Alors, il faut savoir que le poisson gras, c'est-à-dire maquereau, sardines, anchois, tout ce que vous voulez, mais les poissons bleus, les poissons gras, sont riches en oméga 3. Tout simplement parce que dans la chaîne alimentaire, ils s'approvisionnent au départ, c'est le phytoplancton qui est très riche en oméga 3, qui est consommé par le zooplancton, le krill, qui lui-même est consommé par les petits poissons, qui sont consommés par les moyens puis par les gros, et nous, on consomme les gros. Donc, dans cette chaîne alimentaire, le poisson apporte l'oméga 3, et dans le rapport de l'ANSES et le groupe de travail auquel j'ai participé, on a estimé que de manger du poisson gras 2 fois par semaine et du poisson maigre 1 fois par semaine était un excellent apport en oméga 3. Quant à la viande et aux œufs, il faut savoir que le produit alimentaire le plus riche en DHA, mais de très loin, c'est l'œuf. La poule est une usine à fabriquer du DHA extraordinaire, et le jaune d'œuf de poule bleu blanc cœur, c'est certainement l'aliment le plus riche. Donc, je ne peux que vous inciter à en consommer. Alors, beaucoup de gens m'ont dit, oui, mais l'œuf, c'est riche en cholestérol, ça fait augmenter le cholestérol, il ne faut pas en manger de trop, combien est-ce qu'on peut en manger, etc. Alors, ma réponse est très simple. On a fait une étude, indépendamment de Bleu Blanc Cœur, mais qui était une étude qui comparait effectivement le standard avec des œufs Bleu Blanc Cœur, et on a regardé jusqu'à combien d'œufs les gens pouvaient consommer. Alors, on est allé un petit peu loin, on a fait consommer pendant, je ne sais plus la durée, mais je crois que c'était pendant plus d'1 mois, on a fait 2 œufs par jour, plus les œufs rentrant dans la composition d'autres plats comme des soufflés, etc. Et on n'a jamais eu, avec les œufs bleu blanc cœur, la moindre alerte sur le plan du cholestérol. Au contraire, le cholestérol a baissé, ce qui veut dire aussi que les oméga 3 font baisser le cholestérol. Et donc, vous pouvez manger des œufs sans aucun problème. La viande en contient un peu moins, mais surtout, il faut savoir que la viande contient énormément d'ALA, donc d'acide alpha-linolénique, mais le DHA, c'est difficile. Et c'est difficile pour tous les aliments parce que la transformation entre l'acide alpha-linolénique et l'EPA, c'est grosso modo 30% de la quantité initiale qui se retrouve sous forme d'EPA, mais c'est seulement 0,3% de l'EPA qui est transformé en DHA. Donc, si vous avez des aliments d'emblée riches en DHA, c'est beaucoup mieux que des aliments qui nécessitent toute cette action préalable. Et là encore, on voit que de consommer des produits animaux, c'est plus efficace que de consommer directement du pain au lin pour cet aspect strict des choses, parce que les animaux font déjà tout un boulot de transformation et nous, on n'a plus qu'à terminer le travail, et donc c'est plus efficace comme ça. Voilà ce que je peux vous en dire. Merci Bernard. Il y a Noémie qui nous demande, je n'ai pas bien compris, le CLA, c'est un acide gras insaturé oméga 3 naturellement présent dans le lait de tous les animaux ou juste ceux consommant des oméga 3? Pourquoi il n'y a-t-il aucune notion d'allégation sur les packs alimentaires des produits laitiers? Alors, le CLA, je ne vais pas rentrer dans de la chimie, c'est un peu compliqué.
mais grosso modo, c'est une forme métabolique intermédiaire dans la construction à la fois des oméga-6 et des oméga-3. Et donc, c'est un produit qu'on ne retrouve que chez la vache, ou en tout cas chez les ruminants, puisque cette forme intermédiaire est due aux bactéries du rumen. Et que donc, d'ailleurs, le CLA en question, ça s'appelle l'acide ruménique. Et l'acide ruménique, il n'est fabriqué que dans le rumen. Et, il y a, je dirais, une cinquantaine d'années, il y a des chercheurs qui ont trouvé que cet acide ruménique avait une action anticancéreuse. Ils ont mis chez des souris, ils ont instauré des tumeurs de la peau et puis ils ont donné à manger du CLA à ces souris où ils en ont mis localement et ça a permis de maîtriser le développement de ce cancer. Donc c'est à partir de là qu'on s'est dit ce serait formidable de voir ce que ce CLA peut faire sur le plan métabolique. Et il se trouve qu'il y a deux formes de CLA. Il y a une forme naturelle, c'est l'acide ruménique, et puis il y a une forme artificielle qu'on utilise notamment pour faire des cicatifs de peinture, de vernis, etc. Et donc, la production industrielle fait qu'on produit toujours ces deux isomères ensemble. Donc, on peut les séparer. Il n'y a que les produits naturels, l'acide ruménique d'origine vache, qui séparent bien les choses. Donc, on ne peut pas fabriquer de CLA facilement si ça a été fabriqué. J'ai même été expert pour l'évaluer et on s'est aperçu que quand on donnait du CLA artificiel, eh bien, on maigrissait, et ça a été prescrit pour les gens qui voulaient pouvoir rentrer dans leur maillot de bain, là, cette saison, s'il faisait beau et si les plages étaient ouvertes, on verrait déjà des gens se baigner. Eh bien, pour pouvoir faire fondre un peu sa graisse, on donnait du CLA. Et puis, on s'est aperçu que ce CLA artificiel, il transportait la graisse de la peau, enfin sous la peau, il la mettait dans le foie, on faisait du foie gras. Et faire du foie gras, c'est quand même pas très bon pour la santé. Donc, personnellement, je dis, arrêtons le CLA. Par contre, le CLA naturel, l'acide ruménique, oui, ça marche bien. C'est ce qu'on appelle de l'acide linoléique conjugué, c'est pour ça que ça veut dire CLA en anglais, c'est-à-dire que c'est des formes très particulières de chimie qui permettent, mais qui sont instables, qui sont éphémères, qui sont en phase transitoire vers la synthèse des oméga-3. Voilà. Je sais pas si j'ai beaucoup. Merci beaucoup Bernard. On a quelques autres questions, mais là, on va arriver à la fin du temps imparti pour ce webinaire. Donc, je vous invite à nous les envoyer par mail. On y répondra en privé. Si vous voulez bien passer à la diapo suivante, il y a l'adresse mail qui va être indiquée. Voilà. Donc, c'est l'adresse contact@bleu-blanc-coeur.com. Et donc, n'hésitez pas, si vous ne faites pas déjà partie de la communauté, à nous rejoindre en allant donc sur notre site internet /mon soutien. Et puis, vous pouvez retrouver tout le programme des webinaires qui sont passés et à venir avec le petit lien là qui vous est indiqué bit.ly/webinaire-bbc. Pardon, pas /webinaire BBC. Et donc, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie encore, Bernard, pour votre participation. Et puis, on vous dit à bientôt sur un autre webinaire. Eh bien, merci à tous et bonne journée, malgré le confinement. Voilà, au revoir. Au revoir.